Dans cet épisode, nous recevons le docteur Capuano, experte océanographe auprès de l'ambassade de France au Bangladesh. Bonjour docteur Capuano, merci de nous avoir permis de mieux comprendre votre métier aujourd'hui. Nous allons, si vous le voulez bien, vous proposer quelques questions pour notre radio. Pourquoi étiez-vous devenu océanographe? Tout d'abord, merci beaucoup pour m'avoir ici, pour m'avoir invité, pour avoir suivi mon cours très attentivement. C'était un peu en retard, mais je suis très ravie de faire votre connaissance et de parler un petit peu de mon boulot. La raison que j'ai choisi d'être océanographe, c'est parce que je suis née dans un petit village au sud d'Italie. C'est un village de pêcheurs sous la mer. Et donc, j'ai toujours fait de la voile, de la plongée, du snorkeling et des choses de loisirs dans la mer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, c'est bien quand même comprendre la dynamique des océans, comprendre comment la mer, elle marche elle-même. Et donc, vu que Naples, la ville à côté de mon village, la plus grande ville à côté de mon village, était la seule en Italie qui a un département d'océanographie, je me suis dit, ah ouais, mais parfait, je vais donc faire l'océanographie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était océanographie et météorologie, et après, j'ai plus en plus aimé la mer, et donc je me suis dit, je vais me concentrer sur l'océanographie. Et c'est ça. Depuis combien de temps étiez-vous océanographe? Oh, là, ça va faire avec les études et tout, peut-être presque 20 ans, 18 ans, 20 ans, ouais. Donc, j'ai commencé, en licence quand j'avais 20 ans. Là, j'ai presque 40 ans. Et donc, j'ai fait ma licence, mon master, mon doctorat, 2 postdocs, et finalement, là, un poste d'expert international en océanographie. Et donc, oui, j'espère continuer dans cette carrière au plus long terme. Quelle était votre matière préférée quand vous étiez enfant? Quand j'étais enfant, j'adorais la philosophie. En fait, c'est vrai qu'avant de décider de faire l'océanographie, j'avais pensé d'étudier la philosophie. Parce qu'en fait, j'adorais imaginer comment tous les penseurs, les philosopheurs, ils ont un petit peu élaboré des théories pour expliquer la vie, pour expliquer la formation de la langue, pour expliquer les interactions entre les humains et tout ça. Donc, j'aimais beaucoup la philosophie. Et pas la mathématique et la physique. Après, quand j'étais aux dernières années de mon bac, je me suis dit, ouais, mais avec la philosophie, je vais pas beaucoup travailler, hein. C'est difficile. Donc, je me suis dit, peut-être mieux l'océanographie. J'ai pris des cours de mathématiques et physique privés parce que j'étais pas très bonne. Et là, je me suis récupérée et j'ai pu faire l'université en sciences de la Terre. Pourquoi avoir choisi un poste au Bangladesh? Alors, ça fait mes dernières recherches en France et au Brésil. En fait, je travaillais, comme l'océan il est tout entier, je travaillais souvent sur l'océan Indien. Donc, je me suis vraiment concentrée. Je dis là, il faut que je trouve un poste physique dans un endroit à côté de l'océan Indien. Et vu que j'avais jamais travaillé sous la baie du Bengale, la baie énorme qu'on a ici, quand j'ai vu cette poste-là, cet appel, j'ai dit, mais c'est pour moi. Parce qu'en fait, je voudrais travailler avec l'enseignement, mais en même temps avec la recherche et aussi avec l'ambassade. Donc, j'ai postulé et finalement, j'ai été sélectionnée. Je suis très contente de ces postes et d'être ici aujourd'hui. Pourquoi les vagues dans le golfe du Bengale sont-elles si fortes? Alors, les golfs du Bengale, en fait, il y a une bathymétrie, ça veut dire le fond de la mer, qui n'est pas profond. Il est, comme on dit, shallow. Il est bien... Ouais, pas profond, mais il n'y a pas un mot en français. Ouais. Donc, il n'est pas profond. Et donc, en fait, quand les vagues ils arrivent depuis l'autre mer, ils déferlent sur la côte. Et comme la côte est tout d'un coup haute, ça fait une vague plus longue et d'intensité plus forte. Okay? Parce que quand, en fait, la pente continentale, elle est douce, alors les vagues, ils s'adaptent un petit peu. Mais quand ils déferlent sur des côtes qui, tout d'un coup, sont pas profondes, sont bien de surface, donc là, ils sont plus fortes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur la plage, parce qu'il y a des courants de retour sur les plages qui peuvent être très fortes. Comment les océans affectent-ils la météo?
Alors, les océans, on a des échanges tout le temps entre la mer et l'atmosphère de gaz et l'océan, en fait, est plutôt un rôle très important dans l'absorption de la chaleur, aussi le dioxyde de carbone, et dans des autres polluants qu'on a dans l'atmosphère. Mais en même temps, la mer aussi, l'océan, elle évapore de la chaleur. Donc aussi, il y a un feedback de la mer vers l'atmosphère. C'est pour ça que normalement, dans les endroits à côté de la mer et de l'océan, le climat, il est toujours un peu plus doux. Il n'est pas trop froid, mais trop chaud. Parce qu'en fait, l'océan, il a une conductivité thermique plus lente que l'atmosphère. Donc, les changements de chaleur se font plus lentement. C'est pour ça que c'est un peu plus modéré, les conditions ne sont pas trop extrêmes, comme dans des situations, dans des conditions désertiques, dans des endroits à l'intérieur de la Terre, où il n'y a pas la médiation de l'océan, et donc c'est tout d'un coup très chaud et très froid entre les saisons. Okay? Donc il y a cette feedback de chaleur faite par les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Comment les courants et les mouvements d'eau dans les océans affectent-ils le climat? Alors, en fait, les mouvements d'eau dans l'océan sont très importants parce qu'ils amènent des propriétés, surtout la chaleur. Ils amènent la chaleur de l'équateur vers les pôles, où il se forment des eaux froides et denses et très salées. Et après, ça évapore et ça remonte à la surface. Et ça amène à nouveau de l'eau fraîche, de l'eau reminéralisée à l'équateur. Donc, en fait, là, le rôle des courants et des mouvements des masses d'eau, c'est des redistributions de la chaleur sur la planète, entre l'équateur et les pôles. Pourquoi l'eau au Bangladesh est-elle plus chaude que celle du reste du monde? Le Bangladesh, il est un bassin, le baie du Bengale est un bassin un peu fermé. Donc, l'eau qui se forme ici, qui est vraiment sur le tropique du Cancer, il reste un peu attrapé, un peu enclosé, un peu fermé dedans, et c'est pour ça qu'il s'achète plus facilement qu'en haute mer. Comment l'eau douce se mélange-t-elle avec l'eau salée? Alors, en fait, les différences de densité, ça veut dire des eaux plus lourdes et des eaux plus légères, ils font aussi qu'il y a des transferts de salinité et de température entre les différentes masses d'eau qui sont formées soit à l'équateur, soit au pôle. Et donc, c'est comme ça que les transferts se font à grande échelle et à plus petite échelle aux zones des côtes. Les échanges d'eau chaude et d'eau salée et d'eau douce se font grâce à les rivières qui jettent de l'eau douce dans les océans et aussi grâce à la précipitation de l'eau de l'atmosphère et aussi grâce à la marée qui amène de l'eau salée dans les rivières. Donc, c'est comme ça les échanges de salinité. Pourquoi est-il important de protéger les océans? Parce que pour le rôle que les océans ils ont dans la mitigation des effets du changement climatique et aussi des conséquences. Donc, on a vu pour le budget de carbone, parce qu'il absorbe beaucoup, mais aussi pour l'absorption de la chaleur. Donc, les océans vraiment ont un rôle très important pour modérer tous les effets du changement climatique et du réchauffement climatique. Quels sont vos animaux marins préférés dans le golfe du Bengale? Bon, dans le golfe du Bengale, moi j'aime beaucoup le dolphin du Gange, même si c'est d'eau douce, mais ils vivent quand même en transition entre la zone des Sundarbans et la rivière. Et aussi, j'aime beaucoup les oursons. J'en ai vu plusieurs vers Cox's Bazar et aussi à Teknaf, par là. Et je les aime bien parce qu'ils sont des couleurs un peu particulières, des formes différentes. Donc, bien intéressant de se voir. Pouvez-vous nous parler des Sundarbans? Ok, les Sundarbans, on les considère la plus grande territoire de mangrove, le plus grand biome, on appelle ça. C'est un type de particulier de végétation, mangrove.
qui en fait couvrent la plus grande extinction dans le monde. Donc les mangroves, on les étudie beaucoup parce que on voit qu'ils arrivent à absorber, séquestrer, récupérer beaucoup de carbone, de dioxyde de carbone, et donc ils ont un rôle très important dans cette mitigation du changement climatique. Et après, ils ont l'abri de plusieurs espèces qui se reproduisent dans les mangroves. Donc, ils ont vraiment un hotspot, on l'appelle, de biodiversité. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour le protéger. Pouvez-vous nous parler du SWOT on ground au large du Bangladesh? Oui. Alors, le SWOT of long ground, on l'appelle en fait un canyon sous-marin. Donc, c'est un canyon où, bien sûr, il y a plein de fossiles, plein de ressources, d'hydrocarbures et des ressources marines différentes qui peuvent être vraiment très intéressants au niveau de l'économie bleue, au niveau de l'exploration et l'exploitation des ressources d'une façon soutenable. Donc, on voudrait vraiment avoir plus de données de SWOT on the ground pour savoir comment pouvoir les explorer de la façon moins impactante pour l'environnement. Donc, c'est encore un open research, c'est un endroit où on fait encore la recherche très active parce qu'on ne connaît pas trop les conditions, les propriétés de cet endroit. Qu'est-ce que c'est le biofouling? Biofueling. Alors, j'écris un papier sur cela. En fait, le biofueling, c'est la formation par des petites planctons ou plancton et des algae sur n'importe quelle surface d'un matériel. Donc, on a du biofouling, il peut se former au-dessus des bateaux, ça c'est très courant. Donc ça, normalement, ça impacte un peu la vitesse des bateaux. Donc, il faut nettoyer pour éviter que ça décélère les bateaux. Mais on a du biofouling aussi, la formation de ces substrats d'algae et de plancton sur le plastique aujourd'hui. Donc, on a vu, par exemple, moi j'ai fait de la modélisation océanique pour montrer comment la formation de ces biofouling sur le plastique, il fait que le plastique, il est plus à la surface, mais il commence à plonger un peu et il se retrouve à des surfaces, à des profondeurs intermédiaires où c'est très difficile de les observer par des drones ou par des satellites, on les voit plus. Et après, on pense qu'il y en a plus, mais ils sont toujours là. C'est juste qu'ils restent à des profondeurs intermédiaires. Ils s'accumulent par là. Ok? Donc, il faut pas forcément, ils se sédimentent vraiment au fond de la mer, mais ils restent à des profondeurs intermédiaires à cause de la flottabilité due à ces substrats de biofouling. Quelle matière utilisez-vous dans vos recherches? Moi, j'utilise beaucoup de modélisation mathématique, ça veut dire des algorithmes, des équations qui ont résolu dans des ordinateurs très puissants, à niveau computationnel très, très performant. Et là, on met plein d'équations qui sont des équations physiques qui décrivent le mouvement de l'eau, les vagues, les marées. Donc, on met plein d'observations pour pouvoir, ça veut dire observation de la température, salinité, densité, précipitation et flux de chaleur, pour pouvoir savoir comment tout l'océan marche et comment ça interagit avec l'atmosphère. Donc, moi, j'utilise beaucoup de modélisation, ça s'appelle. Quelle partie de votre travail peut-elle aider à améliorer la santé des océans? La partie de mon travail, c'est qu'avec la modélisation, ce type de modèle d'ordinateur, on peut essayer de faire des prévisions à long terme sur les impacts du changement climatique sur l'océan, en particulier sur des aspects comme l'acidification, comme l'oxygénation, comme la disponibilité des ressources de pêche et tout ça. Donc, avec ce type de travail, on peut voir l'état, la santé des conditions courantes à présent de l'océan et faire des prévisions pour le futur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la modélisation pour prédire. Comment voyez-vous les océans dans 100 ans? Je les vois pas trop bien, mais on espère changer un petit peu notre route, notre vie, notre façon de vivre, parce que pour l'instant, les prévisions sont pas très belles, hein, de plastique, de polluants, tout ça. Donc, je les vois un peu moins riches de biodiversité, un peu plus polluées.
mais peut-être mieux observer. Peut-être on va savoir un peu plus de l'océan et donc on peut quand même prendre l'action, catalyser les efforts pour essayer de changer cette route. Parce que d'ici à 100 ans, on aura beaucoup plus de plateformes d'observation opérationnelles et donc on pourra avoir plus de données, plus de mesures pour mieux faire partout dans le monde et pas seulement dans l'Atlantique, un peu partout. Dr Capuano, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite à EFID. Moi, j'ai adoré cette visite et j'ai adoré les questions, des questions très pertinentes et très intéressantes, beaucoup mieux de celles que mes étudiants même ils font, parce qu'il y a plus de cette curiosité, plus d'enthousiasme, plus d'envie de connaître, et c'est bien de tout poser et de poser des questions ouvertement comme vous avez fait. Merci beaucoup pour avoir élaboré un plan autant détaillé et intéressant. Merci.